Sur les hauteurs verdoyantes de la Côte d'Azur, le domaine des Dubois dominait la mer, tel un palais sorti d'un rêve. Derrière les portails en fer forgé, on découvrait des jardins soignés, des allées de cyprès, une piscine à débordement où le soleil jouait sur l'eau, et, sur le gravier blanc, une Ferrari rouge, fierté de Philippe Dubois, capitaine d'industrie et milliardaire respecté dans toute l'Europe. Mais dans l'ombre dorée de cette vie de rêve, il y avait Claire Martin, 32 ans, silhouette menue, cheveux châtains noués en queue de cheval. Claire portait chaque jour la même tenue, chemisier blanc impeccable, jupe noire, gants jaunes usés par des années de ménage. Originaire d'un quartier ouvrier de Lyon, fille d'immigrés espagnols, elle avait tout sacrifié pour soutenir sa famille. Étudiante brillante, elle avait renoncé à la faculté d'infirmière pour prendre soin de sa mère malade et de 2 petits frères. Son travail de femme de ménage chez les Dubois, bien que modeste, lui permettait d'envoyer chaque mois un peu d'argent à la maison. À ses débuts dans le manoir, Claire s'était sentie invisible, comme tant d'autres employés de maison. Mais, lentement, elle avait trouvé sa place, surtout grâce à Lucas Lefebvre. Lucas, 5 ans, fils unique de Philippe Dubois, était un petit garçon aux yeux noisettes et aux boucles dorées, fragile depuis sa naissance. Sa mère, disparue trop tôt, lui avait laissé une tristesse silencieuse que Claire avait tout de suite reconnue. Elle ne le voyait pas comme un héritier, mais comme un enfant à aimer, à écouter, à rassurer. Entre eux, un lien s'était tissé, fait de rires, de secrets partagés, de câlins discrets. Pour Claire, Lucas était bien plus qu'une responsabilité. Il était devenu le rayon de soleil de ses journées. Ce matin-là, la brume s'accrochait encore aux collines. Dans la cuisine, Marie-Robert, la cuisinière, préparait des madeleines en fredonnant une chanson de Charles Trenet. Charles Dupuis, le majordome, alignait les couverts d'argent, soucieux du moindre détail. Camille Morel, l'infirmière, consultait les prescriptions de Lucas, attentive à la moindre variation de son état. Claire, elle, s'agenouillait devant Lucas pour lui enfiler ses sandales. Elle remarqua aussitôt que le petit garçon était inhabituellement silencieux, sa peau pâle, ses yeux voilés. « Lucas, mon chéri, ça ne va pas ?» souffla-t-elle, inquiète. Il secoua la tête, les lèvres tremblantes, puis chancela soudain, s'effondrant dans ses bras. Claire le rattrapa de justesse, posant une main sur son front brûlant. « Lucas !» cria-t-elle, l'angoisse lui serrant la gorge. Sa respiration était faible, sifflante. Ses lèvres prenaient une teinte bleutée. Claire sentit son cœur battre la chamade. Elle appela à l'aide, mais la maison était étrangement vide. Marie était sortie acheter des fleurs. Charles s'était absenté pour recevoir une livraison. Camille, coincée dans les embouteillages, l'avait prévenue qu'elle serait en retard. Philippe Dubois, comme souvent, était en déplacement à Paris. Claire porta Lucas jusqu'au salon, chercha désespérément l'interphone d'urgence. Mais il affichait toujours le même message. En maintenance, veuillez patienter. Tremblante, elle sortit son portable et composa le 15. Samu, bonjour, quel est votre problème? C'est Lucas Lefebvre. Il ne respire presque plus, il est allergique. Je crois qu'il fait un choc. L'ambulance arrive dans 15 minutes, tenez bon. 15 minutes. Claire sentit la panique l'envahir. Elle pensa à l'épipène, mais la trousse médicale de Lucas était vide. Camille avait signalé la veille qu'il fallait en racheter. Claire jura tout bas. Lucas convulsait faiblement dans ses bras. Chaque seconde comptait. Son regard se posa alors sur la Ferrari rouge, garée devant la maison, l'objet de toutes les convoitises, intouchable, sacré pour Philippe Dubois. Claire n'hésita pas une seconde. Elle attrapa la clé de secours dans le tiroir du bureau. Elle savait où Charles la rangeait, et fonça dehors, Lucas dans les bras. La pluie mouillait son uniforme. Ses gants jaunes glissaient sur la poignée luisante. Elle installa Lucas sur le siège passager, l'attacha avec soin, puis s'assit au volant, le cœur battant. Elle n'avait jamais conduit une voiture aussi puissante, mais il fallait sauver Lucas. Elle inspira profondément, serra le volant et démarra. Les pneus crissèrent dans l'allée, les portails automatiques s'ouvrirent. Claire s'élança sur la route, indifférente aux caméras de surveillance, aux conséquences, aux règles. Une seule pensée la guidait, sauver Lucas. Elle roulait vite, trop vite. Dans le rétroviseur, les collines défilaient. La pluie rendait la route glissante. Claire brûla un feu rouge, évita de justesse un camion qui klaxonna violemment. Lucas, affalé sur le siège, respirait à peine. Claire jetait des regards désespérés vers lui, une main sur le volant, l'autre effleurant son front brûlant. « Tiens bon, mon petit cœur, on y est presque », murmura-t-elle, la voix brisée. À la villa, la panique éclata. Marie, revenue les bras chargés de fleurs, découvrit la Ferrari disparue, Claire et Lucas introuvables. Elle alerta Charles, qui appela Philippe Dubois, en pleine réunion d'affaires à Paris. « Monsieur, votre Ferrari a été volée. »« Par qui ?» demanda Philippe, incrédule. « Par Claire. Claire Martin.
Le milliardaire resta un instant interdit. Claire, la femme de ménage si discrète, si douce, il sentit la colère monter. Voler sa Ferrari, c'était une trahison, un scandale. Il ordonna à Charles d'appeler la police. Sur la route, Claire filait vers l'hôpital de Nice. Lucas convulsa soudain, un râle rauque s'échappant de sa gorge. Claire sentit son cœur se briser. « Non, Lucas, tiens bon !» cria-t-elle, accélérant encore. Enfin, les lumières de l'hôpital apparurent à travers la pluie battante. Claire freina brutalement devant les urgences, bloquant 2 voies. Elle sortit en courant, Lucas dans les bras, ses gants jaunes trempés, ses cheveux collés à son visage. « Il ne respire plus !» hurla-t-elle, la voix déchirée. Des médecins et infirmières surgirent, emportant Lucas sur un brancard. Claire resta figée, tremblante, incapable de retenir ses larmes. Elle n'entendit pas tout de suite la voix d'un policier. Madame sortait du véhicule, mains en l'air. Elle obéit, incapable de protester. Les menottes claquèrent sur ses poignets. Claire tenta d'expliquer, la voix étranglée. « Je ne l'ai pas volé, je voulais juste le sauver. » Camille Morel, arrivée à ce moment-là, intervint. Si elle n'avait pas amené l'enfant, il serait mort. Laissez-la tranquille. Mais la procédure était implacable. Claire fut conduite en salle d'attente, menottée, trempée, seule, l'angoisse lui vrillant le ventre. Philippe Dubois, informé que son fils était à l'hôpital, quitta précipitamment sa réunion, prit le premier vol pour Nice et fila à travers la ville, la peur au ventre. Il traversa le hall des urgences, son costume impeccable contrastant avec son visage défait. « Où est mon fils ?» demanda-t-il, la voix blanche. Camille lui répondit, le reconnaissant aussitôt. « En salle de réanimation, monsieur Dubois. Il a fait un choc anaphylactique très grave. C'est Claire Martin qui l'a amené ici. Il était en arrêt respiratoire à son arrivée. » Philippe blêmit, se précipita devant la vitre où il vit Lucas, branché à des moniteurs, entouré d'une équipe médicale. Un médecin s'approcha, grave. « Monsieur Dubois, votre fils a eu une réaction allergique extrêmement agressive. S'il était arrivé 5 minutes plus tard, il n'aurait pas survécu. » Philippe sentit ses jambes fléchir. Il s'accrocha à la vitre, regardant son fils luttant pour respirer. Le monde soudain avait changé d'échelle. Il pensa à Claire, à sa Ferrari, à ses règles. Qu'est-ce qui avait vraiment de l'importance? Dans la salle d'attente, Claire, toujours menottée, pleurait en silence, ses yeux rougis, ses mains tremblant de froid et de stress. Philippe entra, s'assit en face d'elle, cherchant ses mots. « Claire, pourquoi ?» souffla-t-il. Elle leva vers lui un regard épuisé. « J'ai essayé d'appeler. L'ambulance était trop loin. Il ne respirait plus. Je n'ai pas réfléchi. Je suis désolé pour la voiture. » Philippe secoua la tête, la gorge serrée. « Arrêtez. Vous avez sauvé mon fils. C'est moi qui devrais m'excuser. » Il se tourna vers les policiers. « Enlevez-lui les menottes, tout de suite. » Ils hésitèrent, puis obéirent, impressionnés par la gravité de sa voix. Claire frotta ses poignets, tremblante. Philippe lui prit la main. « Si vous voulez me renvoyer, je comprendrai, » murmura-t-elle. « Vous renvoyer ? Non, Claire. Je veux que vous restiez. Mieux, je veux que vous soyez la soignante attitrée de Lucas et responsable de notre nouvelle fondation pour le bien-être des enfants. » Le lendemain, l'histoire fit la une des journaux. Une femme de ménage sauve le fils d'un milliardaire dans une Ferrari volée. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Les débats sur les inégalités sociales et le courage éclatèrent. Claire, femme discrète, devint malgré elle un symbole. Les titres variaient, héroïne improbable, un acte d'amour plus fort que les règles, une Ferrari pour une vie. Dans les foyers, on racontait son histoire. Chacun y voyait un reflet de ses propres luttes, de son propre courage face à l'injustice ou à l'urgence. Quelques semaines plus tard, Philippe Dubois et Claire Martin tinrent une conférence de presse devant l'hôpital. Claire, vêtue d'une robe noire simple, ses cheveux soigneusement attachés, apparut émue face aux caméras. Philippe déclara d'une voix vibrante. « J'ai bâti ma fortune sur des décisions rationnelles. Mais hier, une femme a pris la décision la plus importante de ma vie, guidée par le cœur, pas par la logique. Elle a bravé mes règles pour sauver mon fils. Grâce à elle, Lucas est en vie. À partir d'aujourd'hui, Claire Martin n'est plus notre femme de ménage, mais la responsable de la Fondation Lucas a un programme national de formation aux premiers secours pour le personnel domestique. J'ai fait don de 5 millions d'euros pour que personne, jamais, ne soit puni d'avoir voulu sauver une vie. » Il se tourna vers Claire, les yeux pleins de reconnaissance. « Si vous pensez que ceux qui nettoient vos maisons ou veillent sur vos enfants sont inférieurs, c'est vous qui avez besoin d'aide. J'ai failli perdre mon fils avant de comprendre que la personne la plus importante dans sa vie n'était pas dans mes salles de réunion, mais dans ma cuisine. » La salle éclata en applaudissements. Certains pleuraient, d'autres criaient leur soutien.
Claire devint une voix pour les travailleurs invisibles, ceux qui portent le poids des responsabilités sans reconnaissance. Sa vie changea. Elle reçut une voiture, un appartement, un salaire digne de ses efforts, la possibilité de poursuivre ses études d'infirmière, tout en continuant de s'occuper de Lucas. Elle créa un programme éducatif pour lui, intégrant des leçons sur la compassion et la résilience. Elle fut invitée dans des écoles, des associations, des plateaux télé, mais elle resta fidèle à sa mission. Première, protéger Lucas et inspirer d'autres à agir avec courage. Lucas, guéri, ne cessa de réclamer Mademoiselle Claire. Pour lui, elle n'était pas une employée, mais une héroïne, celle qui avait bravé la peur, les jugements, les sirènes pour lui sauver la vie. Et dans chaque foyer où l'histoire fut racontée, elle rappela une vérité universelle. L'amour et le courage ne connaissent ni classe, ni couleur, ni frontières. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres récits inspirants, émouvants et inattendus. N'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Dites-nous d'où vous nous suivez et si vous aussi, vous avez rencontré des héros du quotidien. Votre soutien nous aide à continuer à raconter ces belles histoires. Restez bienveillants, curieux, et n'oubliez jamais que chaque acte de courage, aussi discret soit-il, peut changer une vie ou sauver un monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire.